mes choup-choups, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour un compte rendu lecture. Alors j'en avais pas fait en mars parce que j'ai bloqué sur un livre que d'ailleurs je vais vous présenter. Du coup en avril j'ai compensé un peu, donc j'ai 4 livres à vous présenter seulement, mais ils sont assez conséquents. Hein. Je pense qu'il y a de la matière, en plus j'ai plein de choses à dire dessus, vous me connaissez, je vais devoir m'arrêter toute seule parce que sinon j'en ai pour 10 ans. Premier livre donc sur lequel j'ai bloqué, celui-ci. Alors donc c'est La machine de Lord Kelvin. Je vais d'abord, alors déjà, admirer juste la beauté du livre. Typiquement, c'est le genre de livre, vous le voyez, même sans avoir lu le résumé, vous dites « Ah, c'est bon !» Vous voyez, voilà, j'ai cédé, j'avoue. Alors, bon, j'avais quand même lu le résumé. Je vous dis ça. Dans les rouages mystérieux de l'incroyable machine de Lord Kelvin réside le secret du temps lui-même. L'abject docteur Ignacio Narbondo serait capable de tuer pour mettre la main dessus, et le célèbre inventeur et explorateur Langdon Saint-Yves ferait n'importe quoi pour l'utiliser. Pour l'un, cela revient à dominer le monde, et pour l'autre, la fantastique machine représente le moyen de sauver sa bien-aimée des portes de la mort. Qui des deux hommes obtiendra gain de cause le premier? Une trépidante course contre le temps commence dès maintenant. Ça donne envie, on est d'accord. Alors moi j'ai réussi à lire jusque-là, donc un peu plus de la moitié. J'ai essayé, alors, un mois je l'ai traîné, j'ai essayé d'avancer, j'ai pas pu. Alors, je pense que ça peut plaire à certains, simplement je crois vraiment que le style steampunk, c'est pas pour moi. Ça fait 2 livres que j'essaie de lire dans ce style et je bloque à chaque fois. Alors le premier j'avais réussi à le finir, mais voilà. Alors pourquoi j'aime pas? J'ai l'impression que c'est le genre, je me trompe peut-être, c'est les deux justes qui ont ça en commun. C'est trop riche. Alors pour moi il y a 2 façons d'être riche quand on écrit un livre. Ça peut être riche comme Zola, c'est-à-dire des mots un petit peu évolués, des tournures de phrases un peu compliquées, plein de descriptions, mais qui ont un sens derrière, vous voyez, qui donnent la peine de se creuser. Ça, moi, cette richesse-là ne me dérange pas. Au contraire, je suis une grande fan, par exemple, d'Hugo. Hugo a une écriture très riche, Victor Hugo, mais Dieu sait que je l'aime. Pour moi, c'est l'auteur indispensable dans sa bibliothèque, quoi. Ça, pour moi, c'est de la richesse superflue. C'est-à-dire que, comment vous donner un exemple? Vous voyez, par exemple, Langdon Saint-Yves. Quand vous avez un roman, il y a plusieurs façons de désigner le personnage principal. Le nom et le prénom, genre Langdon Saint-Yves, sa profession, genre le détective, un surnom, l'homme boiteux. Là, il y a trop de façons. En fait, le gars essaie tellement d'éviter les synonymes et d'essayer d'éviter les répétitions, pardon, qu'il sort 50 000 façons de nommer le mec, tu sais plus qui c'est. Il y a un passage où ils sont 5 autour d'une table à discuter, j'ai dû le relire 15 fois, j'ai failli me faire un schéma. Parce que, genre, je vous donne un exemple. Le détective s'adressa à son ami barbu. Ce dernier haussa les sourcils et jeta un clin d'œil discret à l'homme chauve à côté de lui. Celui-ci ricana et dit « Ah, fameux Saint-Yves, on le connaît depuis le temps. Saint-Yves, non pas Saint-Yves justement, vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois en fait c'est des surnoms, des hyperboles, ils donnent jamais les noms discrètement. Alors c'est bien, il n'y a pas de répétition, mais c'est incompréhensible. Et puis alors, voilà, du coup les personnages en plus, bon ça je pense que c'est le style qui veut ça, mais ils sont assez froids. Moi j'ai aucune sympathie pour Langdon Saint-Yves, mais je m'en fous. Mais alors là, j'en suis quand même à plus de la moitié, donc je pense que j'ai quand même eu le temps de creuser, vous voyez. Et non mais j'en ai rien à secouer. Alors je pense que voilà, comme c'est le style steampunk, ils veulent mettre une certaine distance, une certaine classe à leur personnage. Ouais, mais non, enfin c'est pas parce que le personnage est classe qu'on ne l'aime pas. Vous pouvez créer un rapprochement quand même. Là, honnêtement, je m'en fous. Même son lien avec sa femme. Pourtant, Dieu sait que je suis fleur bleue. Alors là, moi, pour m'attacher, il n'y a pas de problème. Mais non, ça ne passe pas. Donc, j'ai pas réussi avec ce livre. Si vous aimez le style steampunk, est-ce que vous avez quelque chose à me conseiller? Ou est-ce que vous savez si du coup c'est propre à ce style ou si c'est juste que, entre guillemets, j'ai pas eu de bol et que les 2 auteurs que j'ai lus dans ce genre font comme ça? Mais c'est vrai que... Et en plus, alors, petit détail, vous voyez un peu le secret du temps, machin. Vous voyez le résumé? Ça vous spoil complètement parce que là où j'en suis, ils en parlent même pas encore. Et ils sont encore en train, genre Langdon Saint-Yves, il court après le Narbondo là, et ils sont en mode ah il est mort, ah, il est pas mort, je vais le courir après, je vais le tuer. On sait même pas encore exactement le nœud du truc. En gros, c'est totalement spoilé dans le résumé. Donc, enfin, je pense, vu que je ne suis pas allée à la fin. Mais voilà, donc du coup, ouais, première lecture pas complète. C'est très rare que je finisse pas un livre parce que je me dis que je peux pas juger une œuvre sur son ensemble. Enfin, si je l'ai pas lu dans son ensemble. Mais là, non. Non. N'allez pas dans trop de compliqué, genre un nom, une profession, un surnom, c'est très bien pour désigner un personnage. Si vous avez besoin d'utiliser plus de choses, c'est que vous avez un nœud dans votre récit qui colle pas, quoi. Changez votre façon d'écrire, parlez d'autres choses, je sais pas. Mais là, non, là, c'était pas possible. Je pense, alors voilà, je sais pas du coup si c'est l'auteur ou si c'est le style,
Mais pour le moment, steampunk, et ça me navre parce que j'adore l'univers steampunk, j'adore les tenues, bah vraiment, ouais, l'ambiance qu'il y a, c'est génial. Bah, le Japan Touch, il y avait tout un coin steampunk, j'étais, oh, c'est trop beau. Mais non, bah, je sais pas, ça passe pas l'écrit, quoi. Donc, dites-moi vous si vous l'avez lu, si vous aimez ce style, en tout cas, je pense que vous pouvez aller vers ça. Moi, c'est pas mon truc. Manifestement, pour le moment, le steampunk, ça me passe là, hein, mais bon, on ne sait jamais. Donc, le premier, donc, de James P. Blaycock, La machine de Lord Kelvin, c'est pas passé, mais le livre que j'ai lu après m'a réconcilié tout de suite. Et j'ai eu un coup de cœur, alors mon coup de cœur de l'année de 2017 pour le moment. Je pense qu'on peut aller là-dessus. Hop and Red. De John Scovron, L'Empire des Temps. Alors c'est le tome 1, c'est une nouvelle saga qui commence. Qu'est-ce qui a fait que je l'ai pris? En fait, il y avait une critique à côté qui avait marqué dans la lignée des salauds gentilshommes. Les salauds gentilshommes, c'est une saga de fantasy que j'aime, mais à un point. J'ai pleuré dans le premier livre. Alors c'est pas forcément... Enfin, les persos sont attachants. Enfin bon, je vais pas faire la critique des salauds gentilshommes maintenant, mais vous voyez, en fait, ce qui me fait aimer, c'est une bande de jeunes adultes. Ils sont fun, mais ils ont du cœur. C'est pas juste, vous voyez, des bad boys, genre ouais, on s'en bat les on fait les mecs. Non, il y a un vrai personnage derrière, c'est creusé. Et bah là, effectivement, c'est dans la lignée. Alors je voulais le résumer quand même. Hop est l'unique... j'arrive à lire quand même. Hop est l'unique survivante du massacre de son village, dévasté par les terrifiants biomanciens, serviteurs mystiques de l'empereur. Recueillie par un soldat Vinchin, je sais pas comment on dit, Vinchin, elle a suivi un entraînement secret faisant d'elle une guerrière qui ne vit que pour la vengeance. Red est un orphelin adopté par une ancienne mercenaire issue de la pègre. Il est devenu un voleur et un escroc au talent inégalé. Quand un chef de bande sanguinaire passe un marché avec les biomanciens pour contrôler les bas-fonds de la Dangerous City de Laven, les destins de Hop et Red se croisent. Et leur alliance improbable va faire autant d'étincelles que de dégâts. Alors, j'aime beaucoup le personnage de Hope. J'avais très peur que ce soit un cliché. En fait, c'est toujours le risque. Hein. Vous savez, quand on tombe sur des persos un peu comme ça, recueillis, qui deviennent une grande guerrière. Enfin, j'avais un peu peur qu'elle soit pas très attachante, un peu trop dans le cliché femme froide qui s'en fout de tout le monde, qui pense qu'à sa vengeance. Évidemment, il y a ça en elle, mais ça va beaucoup plus loin. Et Red, oh mon Dieu, le personnage de Red, mais je l'aime. Mais un truc de fou. Enfin, c'est... En fait, je sais pas comment expliquer à quel point j'aime ce genre d'histoire. Vous avez bien sûr des stéréotypes qui reviennent, mais c'est pas négatif. Forcément, on s'attend dans ce cas-là à de l'action, à des intrigues, à des esprits un peu malicieux, des attrapes, et c'est dedans. Les attentes sont pas trompées, mais en plus, vous avez une richesse de personnages et vous êtes avec eux, quoi. Vous les kiffez et vous avez juste envie de rentrer dans le livre pour leur faire un gros câlin. En plus, c'est affinité, hein, mais bon, il est un peu jeune pour moi, Red, quand même. Je crois qu'il a 18 ans, 20 ans, enfin bon, voilà. Presque la trentaine. Voilà. Non mais franchement, j'ai eu un lien affectif avec ces personnages. J'ai lu le livre, je crois, en 2 jours. Enfin, alors que c'est peut-être 500 pages 400 pages. Mais c'est passé tout seul. Et alors, il vient de sortir celui-ci. Donc si vous voulez commencer une nouvelle saga, je vous conseille vraiment, vraiment de l'essayer. Si vous aimez un peu ce genre d'histoire, vous savez, c'est des voleurs, un peu voleurs au grand cœur. Enfin, des mecs attachants, quoi. On a envie d'être avec eux. On a envie de rentrer dans le livre, d'être avec eux. Alors, il y a des passages assez difficiles quand même, mais comme ils sont toujours positifs, ils sont vrais, ils sont gentils, ça passe. On peut tous surmonter. On a l'impression qu'on peut tous surmonter tant qu'on reste avec eux en fait. Et ça c'est beau. Ça j'ai mal au cœur en fermant le livre parce qu'ils allaient me manquer vraiment. J'ai créé un lien avec ces personnages en lisant ce livre. Genre pas à la vie à la mort, mais genre je les aime vraiment. Et d'ailleurs je vous conseille donc ou ce livre ou Les Salauds Gentilshommes qui font. D'ailleurs c'est la même maison d'édition, c'est les éditions Rajolone je crois. Ou Milady, en tout cas oui je crois que c'est les éditions Rajolone. Et Les Salauds Gentilshommes si vous pouvez le lire. Alors qui m'a pas adhéré, mais moi, Il y a le tome 4 d'ailleurs qui est sorti, mais en grand format, j'attends qu'il soit en petit pour le lire, mais je suis tellement fan de cette série, et ça lui fait honneur. Vraiment, c'est pas un copier-coller, c'est vraiment une histoire différente, mais on retrouve un peu le côté garçon de la rue qui a du cœur et qui a un background de ouf et qui est capable de faire des arnaques de dingue. Enfin, j'ai adoré ce livre. Et je perds le marque-page. Et je vous le conseille donc à 2000% celui-ci. Il a grave compensé la déception du premier, hein, vraiment. En troisième, alors là il me reste, il reste un coup de cœur encore et un que j'ai pas aimé. Ouais. En troisième, j'ai lu Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je l'avais pris parce que j'avais très envie de lire le livre avant de voir le film. J'ai toujours pas vu le film, j'avoue. Et j'ai grave kiffé. Alors je crois que c'est un livre jeunesse à la base. Je suis pas sûre en fait. C'est édition Bayard. Il me semble, hein, Miss Peregrine à la base c'est jeunesse. Mais en fait, je revois complètement mon opinion sur les livres jeunesse. Je sais que je voulais pas spécialement m'en acheter avant parce que je me disais, ouais, bon, ça va, j'ai bientôt 30 ans, je vais pas lire des livres pour les ados. Mais qu'est-ce que j'étais con. Je dois frapper ma moi d'avant. Non, mais franchement,
Il est super riche, les persos sont géniaux. Bon, je vous les résumer. Attends, j'enlève l'étiquette. J'ai même pas enlevé l'étiquette de derrière, tellement j'étais pressée de le lire. Voilà, je vous lis ça. Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles, où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants particulier, il a côtoyé une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une horrible créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part sur l'île en quête de vérité. En découvrant le pensionnat en ruine, il n'a plus aucun doute. Les enfants particuliers ont réellement existé. Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange que cela puisse paraître. Alors pourquoi j'ai kiffé ce livre? Déjà, le héros est très sympa. On s'y attache. C'est un ado, enfin ouais, une fin d'ado quoi. Je crois qu'il a 17, 16, 17. Oui, un ado. Et il est un peu en quête existentielle, mais pas en quête genre je suis un ado, de toute façon je dois être dépressif, c'est écrit dans mes gènes, dans mon code génétique. Non, il est pas bien, il a des questions sur la vie, ce qui est totalement naturel, mais il est pas du tout relou, il est très agréable. Et donc il perd son grand-père, ce qui le traumatise énormément. C'est très axé là-dessus, je trouvais ça très beau, parce que c'est pareil, c'était pas lourd. Et l'univers créé sur l'île est très attachant. Ils ont réussi, ce qui est pas mal en fait, c'est qu'il y a plusieurs enfants bon, je vous spoil rien, hein, vous voyez la couverture, vous vous doutez bien qu'ils existent ces enfants. Jacob découvre plusieurs enfants et ça passe, je veux dire, chaque enfant, moi je n'ai aucun que j'ai zappé, c'est-à-dire que, vous savez des fois le risque quand on vous présente une marmelade de personnages d'un coup, vous êtes en mode ok alors lui c'était qui déjà et vous revenez quelques pages avant, là non, pas besoin. J'ai tout de suite mémorisé qui était qui et j'ai énormément aimé ces personnages. Petite préférence d'ailleurs pour celui qui est invisible. Petit coup de cœur, peut-être parce qu'on le voit pas, qu'on se le dit du coup que je le kiffe, je sais pas. Mais non, mais c'était super stylé. Le héros se révèle courageux évidemment, mais c'est pas en mode ouais bah de toute façon c'est mon destin, je deviens héros. Non, ça vient de lui quoi, vraiment c'est creusé et j'ai grave, vraiment je l'ai déjà dit 50 fois, mais je l'ai lu très très vite, bah, quand j'aime quelque chose je le lis vite, hein, j'avoue que je ne traîne pas, mais non vraiment gros coup de cœur. Vraiment gros coup de cœur et je vous conseille à tous de lire pour le coup jeune comme moins jeune. Alors il y a des petits passages qui font un peu peur, je vous le cache pas. Je pense que ça peut être une lecture un peu impressionnante pour des enfants vraiment jeuneaux, genre 8 ans, 9 ans et encore. Et encore, il y a des passages un peu angoissants et au pire vous faites une pause dans la lecture à ce moment-là, vous reprenez un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de moments plus légers aussi et ça vaut le coup de le lire parce que je pense que ça peut donner du courage, ça peut apprendre à se dépasser un peu et avoir le bon côté des choses, ouais, à vivre en fait. À la fin du livre, il a une grosse décision à prendre que je ne pensais pas qu'il prendrait d'ailleurs, il l'a prise et je l'ai respectée. Enfin, ok, franchement, prendre des décisions comme ça à 16 ans, il m'a impressionné le héros quoi. Et pas, c'est pareil, c'est pas surfait, ça pourrait tellement être cliché et être en mode, voilà, je revais le costume du personnage principal et je fonce. Non, non, on a vraiment l'impression que c'est un gamin, sans offense pour ceux qui ont 16 ans, mais un gamin qui est comme tout le monde et qui se retrouve avec ça sur les épaules. Et un autre truc aussi que j'ai bien aimé, alors vous voyez, donc, voilà, l'intrigue se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils auraient pu faire énormément dans le pathos, ce qui est très facile avec le genre de sujet, donc parler longuement de la mort de proches, du grand-père, etc. Ça, ils en parlent, mais ils en parlent naturellement. Je veux dire, ils en font pas volontairement trois caisses voilà, pour faire de la peine ou quoi. C'est juste un fait. Ça s'est passé, c'était horrible, mais c'est un fait quoi. Ok, on avance dans l'histoire, on avance dans la vie. Le personnage du grand-père est génial. Je l'ai trouvé extrêmement inspirant. Il a surmonté des horreurs qu'il a vécues à plusieurs reprises. Il a eu un courage incroyable. Et purée, c'est beau quoi. C'est beau de voir des personnages qui vous poussent vers l'avant comme ça. J'aime bien ce genre de livre. J'aime pas forcément les personnages voilà, qui se morfondent, qui font que chouiner. Et puis nous derrière, on est en mode ah bah oui, oh, notre vie en fait c'est vraiment de la merde. Elle a raison. Non, il faut aller vers l'avant. Et je trouve que ce livre, il aide à ça. C'est bizarre, hein, mais j'ai vraiment vraiment aimé ce roman. Et je vais vraiment définitivement lire beaucoup plus de jeunesse. En choisissant quand même, hein, je sais pas, quand même. Et le dernier bouquin que j'ai fini hier soir, enfin j'ai lu des pavés hein, quand même, hein, j'ai des pavés. Et Avant toi, non pas du tout, c'est le même auteur que Avant toi, mais le titre c'est... Ah bah il est caché. Sous le même toit, oui bah ça finit pareil, alors tu vas me dire elle est pas... Tiens, sous le même toit Avant toi, bon, c'est pas la même écriture, mais quand même. Donc de Jojo Moyes, qui est sorti il y a très peu de temps également, hein, c'est comme Open Red, et le truc steampunk, le roman, alors, très partagé. J'ai eu un peu de mal à le lire parce qu'il est sombre, je trouve, et cul quoi. En fait, bon, je voulais le résumer d'abord. Toutes les maisons de famille ont une histoire. Isabelle n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort quand elle perd son mari.
Laurent lui laisse une montagne de dettes et les créanciers sont à ses trousses. Cette violoniste talentueuse doit radicalement changer de vie pour assurer l'avenir de ses 2 enfants. Elle quitte Londres pour s'installer à la campagne dans une maison délabrée. Tandis que les murs s'effritent et que ses économies fondent comme neige au soleil, Isabelle espère pouvoir compter sur le soutien de ses voisins. Elle est loin de se douter que sa présence réveille de vieilles querelles et que la bicoque dont elle a hérité est un objet de discorde au village. Faire de cette maison le home sweet home dont elle rêve s'annonce dès lors comme un combat de chaque instant. Et en fait, j'ai pris ce livre pour la critique réconfortant, plein de charme et finement observé, fait par Woman at Home. Parce que je savais pas trop quoi en penser. Vous avez le résumé, il est assez vague. Et en fait, c'est pas du tout réconfortant. Mensonge, Woman at Home, c'est pas du tout réconfortant. C'est un livre. Vous voyez Jean de Florette. Je sais pas si vous l'avez pas lu ou vu ce film ou lu le livre, documentez-vous. C'est magnifique. Jean de Florette et Manon des Sources. En gros, Jean de Florette, c'est l'histoire d'un un bossu de la ville qui hérite d'une maison à la campagne et tout le village fait blocus parce qu'il vient de la ville et que c'est en gros le traître, Satan. Et bah là, bon, je résume. Hein. Là, c'est pareil en fait. En gros, c'est une maison à l'abandon dans un village. Il y a les voisins qui convoitaient le truc depuis perpète et puis bah la fille arrive, elle a hérité de la maison complètement pas surprise. Donc la femme arrive avec ses 2 enfants. Tout le village, pas que lui tourne le dos, mais ils sont en mode oh bah c'est là des galères. Ouais, on voit rien, parce qu'évidemment la famille qui voulait la maison commence à essayer de les arnaquer, enfin voilà. Et non, non, parce qu'en fait aucun perso n'est attachant au début. J'ai commencé à les aimer vers là, vous voyez, ça fait quand même tout ça à dire putain bougez-vous, faites quelque chose. Là non, l'empathie marchait pas. En gros moi ce qui m'a pas plu du tout, c'est la mère, Isabelle, au début. Je dis bien au début. Donc c'est une violoniste très réputée, très connue, donc ses mains sont blanches, magnifiques. Elle n'était pas très présente pour ses enfants quand son mari était encore là. Bon bah quand il est mort forcément, donc elle a arrêté de travailler pour être là. Et le truc c'est qu'elle est en mode gamine éternelle. Et c'est l'ado, donc elle a une fille qui s'appelle Kitty, qui doit prendre les choses en main. Genre c'est elle qui remplit les factures, c'est elle qui... Par exemple, un exemple tout bête qui m'a beaucoup frappé, le jour où ils déménagent, ils arrivent dans la maison, donc la maison en ruine, rien dedans, puis la gamine, donc la mère est complètement dépassée, et la gamine elle est en mode bon maman, est-ce que tu sais où sont les 2 cartons que j'avais mis sur le perron, j'avais préparé de la vaisselle et de la nourriture pour quand on arrive faire un petit pique-nique histoire d'être dans l'ambiance. Et la mère, tu sais, c'est décrit quoi, elle est déconnue, bah je croyais que c'était à mettre à la poubelle alors je les ai jetés. Et là la gamine elle la regarde, elle fait bon bah je vais aller à l'épicerie du village alors il doit y avoir quelque chose. Et ça m'a énervée. Bon, c'est peut-être parce que j'ai un peu de vécu là-dedans, mais je sais pas. Le côté mère gamine, j'arrive pas à avoir d'empathie. J'avoue, j'ai pas. La gamine, la gamine n'était pas plus attachante que ça, mais voilà, elle avait une responsabilité sur les épaules de ouf. Donc au début, j'avais énormément de mal avec Isabelle. J'étais en mode. En plus, un truc tout con, mais elle a pas vendu son. Elle a un violon, genre qui vaut une fortune. Et elle avait pas voulu le vendre. Mais genre une fortune, c'est genre 300 000 balles, hein, c'est vraiment. Voilà. Et elle a pas voulu le vendre pour empêcher le déménagement, vous voyez. Donc elle s'est exportée dans cette maison qu'elle connaissait rien du tout. Elle savait pas l'état du truc. Enfin, c'était totalement irresponsable. Et même ça, j'étais en mode, mais putain, mais c'est quoi cette mère, quoi. Enfin. C'est pas grave, achète-toi un autre violon. Enfin, je comprends que ce soit toi qui sépares ton violon, mais là, tu déracines tes enfants. Enfin. Voilà, dans un lieu, tu sais même pas où tu vas. Enfin, franchement, j'étais grave. Pas énervée, mais blasée. Puis tous les autres personnages autour, bon évidemment la famille qui veut récupérer la baraque dans le coin, c'est des enfoirés finis. Il y a que deux épiciers gays, je sais pas ce qu'ils foutent là, et Renoir en plus, qui sont dans les villages, qui sont à peu près sympathiques, mais bon voilà, tu les vois une fois toutes les 10 pages, il y a pas de quoi, voilà. Et en fait c'est vraiment le dernier tiers du livre qui pour moi a révélé les personnages, tous. Bon, ceux qui sont enfoirés ils restent enfoirés, mais la maman réalise que merde, elle s'est foirée, enfin qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que son violon. Le chagrin qu'elle a ressenti, ok, il est intense, mais elle a une vie, elle doit reprendre sa vie pour ses enfants. Et je l'admire à ce moment-là. Et je pense que du coup, rien que pour ça, c'est pas négatif que le livre soit aussi long à se mettre en place et que les personnages soient aussi relous au départ, parce que je pense que peut-être qu'il y a des mamans qui sont dans cette situation, qui vont lire ce livre, qui sont en mode, qui ont perdu un être cher, qui ont divorcé, qui se retrouvent complètement déracinés dans une petite appart alors qu'avant ils avaient une grande baraque, enfin, voilà, qui ont un chamboulement ou un papa, hein, peu importe, et qui vont lire ça, qui vont se reconnaître dans le personnage au départ, qui vont culpabiliser, sans que ce soit en mode je me flagelle, hein, mais qui vont se dire ah merde, c'est un peu moi quand même, et qui vont voir le travail que fait l'héroïne sur elle, ça peut les inspirer. Je pense que pour ça, ça peut être très bien. Moi forcément, c'est pas mon cas et j'ai connu des situations à peu près semblables, donc ça m'a plus énervé. Vous voyez, c'était plus du côté de l'ado en fait, en mode mais putain, c'est dur quoi, c'est dur à vivre. Mais je pense que Isabelle, faut pas la juger. Clairement, je l'ai pas jugée quand elle m'a saoulée, juste elle m'a saoulée quoi. Mais je pense que c'est un livre qui peut faire du bien pour les parents qui se retrouvent dans des situations comme ça, la perte du conjoint ou un divorce ou quelque chose.
ça peut aider. Je pense que ça peut vraiment aider. Et pour ça, bravo à l'auteur. Maintenant, j'avoue que moi, qui ne suis pas dans cette situation-là, les 2 premiers tiers ont franchement été relous. La fin m'a fait du bien, dans le sens où ça se finit bien, où on s'attache quand même au personnage vraiment. Mais j'ai préféré pour ça, il est où? Il l'a. Dans le mode saga familiale, j'ai beaucoup plus adhéré à Meilleurs vœux des Gilets Psy que à Sous le même toit. Je pense que c'est simplement, pourtant, enfin c'est pareil, c'est une maman qui est au cœur de l'intrigue, mais là c'est pas qu'une maman dans le Meilleurs vœux des Gilets Psy. En gros, c'est toute la famille qui a des efforts à faire, toute la famille qui doit travailler pour se ressouder. Ils doivent arrêter de regarder par leur nombril et penser un peu aux autres. Là, c'est vraiment la maman qui doit se remettre en question. C'est quasiment axé que sur elle. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'a moins touchée. Là, le travail familial et global est très touchant. On aime tout le monde fait des efforts. Là, la mère est la seule à en faire parce que c'est la seule d'en avoir vraiment besoin. Donc je range mon truc. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui peut être très intéressant, qui peut apporter beaucoup, mais à choisir son public, quoi. Je pense que c'est plus pour le coup pour des femmes ayant des enfants, en fait. Tout simplement, même sans forcément avoir perdu quelqu'un, mais des fois on a envie de décrocher, etc. C'est un bon rappel de la relation parent-enfant, de ce qu'on peut essayer de faire, etc. Enfin ouais, donc voilà, c'est un livre très intéressant, mais pas pour toutes les plus jeunes qui me regardent. Je pense que, sauf si ça peut vous faire je sais pas, je pense que si vous êtes concerné et que vos parents sont un petit peu absents ou irresponsables, je mets des gros guillemets, hein, mais ça risque de plus vous faire mal au cœur qu'autre chose, donc je le conseille pas forcément, mais vraiment plus pour les parents. Je pense que pas mal de femmes peuvent se reconnaître, vraiment. Mais il faut avoir des enfants pour ça, quoi. Moi, je n'y suis pas encore. Donc voilà, alors vous voyez qu'heureusement qu'il y avait que 4 livres, parce que j'ai quand même tchatché la masse. Donc en gros de gros, qu'est-ce que je vous conseille de ouf? Ces deux-là. Ces deux-là. Open Red, par contre, on peut-être pas aux plus jeunes, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il faut au moins 15-16 ans pour le lire, ne serait-ce que parce qu'il y a un vocabulaire assez cru. Je crois pas qu'il y ait de scènes de sexe de fou, je crois pas, mais il y a quand même un vocabulaire assez cru, donc rien que pour ça, je dirais pas en dessous de 15-16 ans. Et celui-là, par contre, pas de problème. Allez-y, foncez. Je vous dis, s'il y a des petits moments où vous êtes un peu angoissé, stoppez la lecture, reprenez le lendemain, mais ça, c'est vraiment des gros coups de cœur. Celui-là, passe à côté. Et avant toi, non, pardon, j'arrive pas, hein, sous le même toit. Oui, mais pas dans toutes les mains. Voilà, c'est le résumé. Heureusement qu'il y a que 4 livres, je vous le dis. On se retrouve demain en attendant pour Amour Sucré. J'espère que cette chronique vous a plu. Dites-moi, vous, évidemment, ce que vous avez lu ces 2 derniers mois, parce que j'en ai pas fait fin mars, vous comprenez pourquoi maintenant. Et si vous avez des livres à me conseiller, notamment steampunk qui pourraient m'intéresser, ou même d'un autre style, vous savez que je suis ouverte à tout, hein, je note toujours je vais toujours voir ce que vous me conseillez. Après, je note ou je note pas dans ma wishlist en fonction de mes goûts, mais je vais toujours voir, donc ça m'intéresse toujours beaucoup. Si vous avez lu un de ces 4 livres, surtout dites-moi votre avis, je suis vraiment curieuse, et je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort, on se retrouve demain, et bien sûr, on n'oublie pas, Puka Puka Puka.